Donc nous allons continuer avec Stéphane et les fouilles du magasin Attaque Bien. Enfin voilà, entre Attaque et Bien. Voilà, merci. Donc voilà pour la pub. On ne touche pas de royalties malheureusement. Donc je vais vous présenter brièvement cette opération qui a eu lieu à la fin de l'année 2018. Brièvement pourquoi ? Parce que le post-fouille est toujours en cours, vu qu'on a intercalé d'autres opérations entre-temps. Donc j'ai encore une vision partielle de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Mais je vais essayer de vous résumer tout ça. Donc voilà où se situe l'opération dans la ville actuelle d'un côté, puis dans l'emprise de la ville antique de l'autre côté. Donc la fouille que vient de vous présenter Pierre se situe au niveau de l'amphithéâtre dans ce secteur-là. Et donc nous, on est à l'opposé dans le quart nord-ouest de la ville, mais donc bien intramuros. Et on se situe, vous voyez, donc l'emprise, je peux le dire déjà d'emblée, est assez petite, vu que c'est une fouille assez minuscule de 120 mètres carrés, qui a pourtant révélé beaucoup de vestiges et assez parlants. Donc on peut faire des petites fouilles parlantes, même si on attend tous des vastes fouilles sur des îlots. Et donc vous voyez ici l'emprise en rouge de la fouille elle-même. Donc au cœur d'un îlot, détaché un peu des voies. Et vous avez autour un peu c'est pour vous donner un peu une idée de l'environnement archéologique, donc c'est les vestiges qui sont connus alentour. Donc il y a ce gros groupe de vestiges, c'est probablement des thermes qui ont été vus lors de la création du système de chemin de fer et de gare. Vous avez également, pour les fouilles anciennes, la maison des auteurs grecs qui est ici, donc ça fait une assez petite emprise, mais donc avec ces riches mosaïques, donc une domus de fort statut, comme on dit. Et puis là, peut-être quelque chose d'un peu plus modeste, mais aussi une maison rue de la Grille. Vous avez par ailleurs des diagnostics plus récents qui ont eu lieu dans ce secteur-là, donc au sud-est de notre emprise, plus des surveillances de travaux, et celui-ci ayant révélé donc, des bâtiments qui sont difficiles à interpréter, mais dans lesquels on a de la tabletterie à la fin de la période antique, comme on en retrouve sur notre emprise, comme on verra tout à l'heure. Donc sinon, voici le projet. Donc, voilà le magasin tel qu'il était dans son état en 2018. Et donc l'idée des promoteurs, en fait des propriétaires du magasin, c'était d'étendre sur cette zone ici leur magasin. Donc en 2017, Marie-Noëlle Pascal a fait un diagnostic sur cette partie-là. Donc on a réalisé 2 tranchées qui ont révélé assez vite, notamment pour celle-ci, la présence d'une mosaïque et puis du mur de ce qu'on pensait déjà être une galerie, ce qui s'est confirmé par la suite. Et puis vous avez ici l'emprise de la fouille elle-même. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout petit, vous voyez l'échelle des voitures. Et le problème de ce genre de fouille, c'est que le substrat, le fond de fouille est à 3 mètres de profondeur. Donc on doit gérer la terre, gérer des paliers, gérer les évacuations. Donc ça pose un certain nombre de contraintes techniques qui ne sont pas faciles à appréhender. Ici, on a eu la chance que l'aménageur, en vue des travaux futurs, en fait, avait blindé une partie des parois et on a pu s'affranchir des problèmes de palier sur une partie de l'emprise et n'en faire que d'un côté. Par contre, vous aviez une pente très prononcée pour l'évacuation des déblais qui était vraiment un gros problème et un accès restreint, évidemment. Vous ne pouvez pas faire circuler comme vous voulez des mini-pelles ou des engins à l'intérieur. Et ça a été assez physique, plus qu'on l'aurait imaginé au départ, quoi. Donc ces 120 mètres carrés correspondent en fait à un sous-sol qui va être construit qui a été construit maintenant dans le magasin, tandis que le reste du magasin n'ayant pas de fondation profonde, n'a pas donné lieu à des fouilles, même si c'est un côté assez frustrant. Donc vous avez là une vision générale de la fouille. Donc on a dans notre dos le magasin tel qu'il était avant, et donc l'emprise de fouille ici, plutôt en début d'opération. Vous voyez qu'on est descendu d'environ 2 mètres et on tombe sur les vestiges d'un hypocauste qu'on va voir par la suite. Voilà la même chose en fin de fouille et vue du même angle. Donc l'hypocauste que vous voyez là était complètement descendu jusqu'au fond de fouille. Et là, vous avez les blindages en fait, qui servent à maintenir les murs actuels pour pas qu'on se ramasse tout sur la figure.
Et ici, des systèmes de talutage qui étaient déjà un petit peu limite au niveau sécu, mais personne n'est mort. Et voilà, donc vous voyez ces énormes murs qu'on voit se dessiner ici sont ceux de cette domus qu'on va évoquer. On va déjà, avant de voir cette domus romaine, cette riche demeure romaine, voir l'occupation faite précédente, augusto-tibérienne, qui est quelque chose qui est difficile à caractériser, encore plus que sur le site de Pierre, parce qu'on a vraiment une petite emprise. Et je vous rappelle, on est dans l'intérieur d'un îlot. Et pour ces périodes précoces, en fait, c'est le seul moment dans Autun où Autun n'est pas encore visiblement plein. Et quand on tape dans le cœur des îlots, on arrive sur des zones qui sont plus lâches au niveau occupation. Et si cette fouille-là avait eu lieu près de la voie romaine, on aurait eu probablement plus de vestiges, s'ils avaient été bien conservés, pour ces périodes-là. Donc ici, vous voyez que très peu d'éléments structurants en place. On a surtout des couches d'occupation. Par contre, on a des traces d'occupation assez précoces. Alors, on est encore en train d'essayer de faire le tri entre le vrai augustéen et l'augusto-tibérien, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et vous avez des petites séries donc en rouge de poteaux, fosses, et puis ici un fossé et une trace de sablière dans ce secteur-là. Donc trace de sablière basse, donc toujours le même système avec des poutres pour monter des murs en torchis. Ce qu'on peut remarquer par contre d'emblée, notamment avec ce fossé-là, vous voyez ici en grisé en fait les murs de la domus qui va suivre l'installation de cette... qui va suivre l'abandon de cette phase augusto-tibérienne. Et vous remarquez que ces éléments rouges structurants sont déjà dans le même système parcellaire, dans les mêmes orientations. Et pour ce qu'on en connaît à l'heure actuelle, ce qui n'a pas beaucoup bougé depuis 2010, la trame urbaine générale de la ville, à l'époque tibérienne, est en place, ce qui n'est peut-être pas encore le cas au tout début du 1er siècle après, ou à la fin du 1er siècle avant. Et donc on a une bascule dans les années 10 après, et la trame ensuite se met en place, et le système parcellaire, notamment les îlots, les rues, bougent quasiment plus jusqu'à la fin de l'occupation, même s'il y a eu des choses qui sont aménagées, réaménagées. Mais on a une très grande pérennité, une très grande résilience du système viaire sur toute la période romaine. Et même qui se poursuit à l'heure actuelle, puisque les traces de certaines de ces rues sont toujours présentes dans la trame urbaine contemporaine. Voilà pour ça. Donc, les couches d'occupation dont je vous parlais sont présentes ici. C'est ces couches marron qu'on voit là. Le fossé rouge, comme vous voyez tout à l'heure, est ici. Donc on est proche du magasin, en fait, ici. Et les gros murs, ici, sont ceux de la phase suivante, évidemment. Donc ces couches sont assez difficiles à fouiller, puisqu'il faut on a en fait un feuilletage de sol qui se distingue assez mal les uns des autres. Il faut vraiment fouiller assez finement pour arriver à distinguer les différents niveaux. On les voit ici en coupe. Donc là, vous avez une vue de toute la stratigraphie jusqu'à l'époque moderne. Le parking du magasin étant situé à peu près à ce niveau-là. Vous avez des installations d'usines qui précèdent l'installation du magasin, etc. Des terres végétales postérieures à l'abandon antique. Là, l'hypocauste antique, avec le sol de fond de l'hypocauste sur lequel sont installées les pilettes. Des systèmes de remblais sur lesquels on reviendra. Et tout au fond, nos couches d'occupation précoces, augusto-tibériennes, avec ici le début de l'empreinte du fossé, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Mais on ne peut pas dire grand-chose de cette période-là en termes de caractérisation. Par contre, un des grands intérêts d'avoir eu ces couches d'occupation en place, c'est que pour une fois, sur une grande domus, tout n'a pas été arasé en dessous des installations. Par exemple, comme juste à côté d'ici, rue Janin, les installations sont tellement massives sur ces gros ensembles riches qui rasent absolument tout ce qu'il y a en dessous et on n'a plus aucune trace et on a beaucoup de mal à dater l'installation de ces demeures patriciennes. Or, ici, on va pouvoir affirmer qu'au milieu du 1er siècle, a priori, il faudra affiner sans doute, s'installe cette demeure à un moment où, justement, à Bibracte, vraiment tous les quartiers, même les plus riches, sont abandonnés. Donc voilà une vision schématique de la domus en question. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que c'est une domus ? C'est son organisation et son degré de richesse.
et notamment un élément important qui est en fait cette galerie. Donc, vous voyez ici une galerie qui est donc fermée par des murs de façade sur l'extérieur et qui ouvre probablement via un mur stylobate, donc qui soutient une colonnade, sur une partie en jardin qu'on a ici. Et tout autour se déploie une série en fait, de pièces qui sont assez riches, puisqu'on a 3 salles sur hypocauste, dont 2 avec des mosaïques. Et rien que le simple fait d'avoir un vaste jardin à galerie centrale au cœur de la Domus classe cette maison comme quelque chose de riche. Il y en a vraiment une poignée à Autun. Et dans le nord de la Gaule, c'est un élément marqueur de richesse qui est très caractéristique en fait. Donc on va voir ça un peu dans le détail. Voilà les pièces donc, qui se déploient autour de la galerie étant ici, et à partir de ce mur-là, vous rentrez dans l'intérieur des pièces. Peut-être juste un truc que j'ai oublié de préciser, c'est, vous voyez ici en grisé plus léger, je ne sais pas si ça se voit sur le... Si. Vous avez en fait une autre maison, vous avez un mur double qui marque vraiment la fin, la limite de la maison. Et donc effectivement, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir tous ces éléments, tous ces morceaux d'éléments qui étaient identifiables dans notre petite emprise de 120 mètres carrés. Si on avait été juste au centre d'une pièce à mosaïque, on n'aurait pas été sûr de l'interprétation générale. Donc voilà ces pièces en question. Vous avez cette vaste salle à hypocauste qui était recouverte, on l'a vu dans un second temps, d'une mosaïque. Alors les mosaïques ne sont pas très spectaculaires puisqu'elles ont été entièrement démontées et il n'en reste que quelques accroches sur les côtés, qui sont déjà de très beaux éléments. Et vous avez d'autres pièces avec des sols en béton qui ont été refaits plusieurs fois. Et puis, ces gros murs de séparation qui ne bougent absolument pas du début à la fin de l'occupation de la Domus. Voilà pour une des pièces à galerie, donc celle au nord-est. Vous avez, en fait, on voit ici bien les pilettes de l'hypocauste, et puis le sol de béton qui repose sur ces pilettes, et le tapis, en fait, de la mosaïque qui est ici, donc la partie centrale de la mosaïque étant... malheureusement hors d'emprise. Alors, on a gratté tout ce qu'on a pu, mais là, ça devenait difficile d'aller plus loin. Vous voyez au passage les beaux trous que font les micropieux censés être peu invasifs dans les vestiges anciens. Et donc, on reviendra sur ces mosaïques-là, mais des choses d'une très belle facture et d'un très haut niveau de richesse. Vous avez également, donc pour desservir ces hypocaustes, il faut des zones de chauffe, donc un praefornium. Et vous avez sans doute ici un très gros praefornium qui dessert au moins ces 2 hypocaustes et peut-être avec des canalisations, sert-il à alimenter plus que ça, peut-être la pièce qui est dans ce secteur-là. Donc il est également utilisé très longtemps. Vous voyez ici de multiples couches d'utilisation. Et puis, voilà l'embouchure qui mène au nord, dans le plus petit des hypocaustes, avec donc un conduit de chauffe qui est de très belle facture, constitué de dalles de suspensura mis de champ. Donc, il faut imaginer qu'on a des grandes dalles qui ont été positionnées ici. C'est très bien maçonné, très, très bien construit. Et vous avez derrière l'amorce, en fait, ici, ça ne se voit pas très bien, d'un sol, qui est le sol de fond d'un hypocauste, sur lequel donnait ce praefornium. Donc la salle à hypocauste dont je parle, c'est celle-là, le praefornium est là, et il devait y avoir aussi une communication qu'on n'a pas pu appréhender de ce côté-là. Pour ce qui est de la galerie, alors la galerie était très endommagée dans son état de circulation le plus tardif, puisqu'elle a été réutilisée très tardivement et sans doute dans un espace extérieur, et le sol de béton était très endommagé. Mais on peut le voir ici. Là, vous voyez, c'est ce sol-là en tuileau, en fait, mais dont la surface de circulation exacte était vraiment abîmée. Et vous avez là, en fait, le mur stylobate qui était bordé d'un caniveau intérieur qui donne sur le jardin. Donc, dans cet espace-là, on est dans le jardin. Là, vous êtes dans la galerie qui circule autour. Donc, quelque chose d'assez large, vous voyez, quelque chose d'assez vaste. On retrouve parfois des galeries sur des maisons plus modestes, mais bien moins importantes. Voilà une autre vision. Alors, on est en fin de fouille, donc là, ce sont les niveaux de cette fameuse phase augusto-tibérienne qu'on voit apparaître. Mais vous avez, par contre, du coup, ça met en relief les murs internes de la galerie et puis le mur stylobate qui donne sur le jardin et
le système de caniveau qui sert à gérer l'eau dans tout le secteur, avec des évacuations, comme on en a une ici, qui mènent vers l'extérieur. Le mode de construction de ce type de domus là est assez particulier, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à d'autres endroits, comme par exemple sur la fouille que j'évoquais tout à l'heure, sur le diagnostic qu'on a réalisé rue Janin juste derrière, à savoir qu'en fait, on creuse des fondations très massives et on extrait la terre en fait de ces creusements et ensuite on bâtit ces murs, ces gros murs à l'intérieur et on remblaye l'intérieur des caissons qui sont formés comme ça au-dessus des niveaux les plus anciens, avec ces remblais. Donc vous voyez cette terre verdâtre ici, c'est en fait la terre extraite de l'intérieur, du décaissement des fondations des murs. Et vous avez ici d'ailleurs pris en sandwich le niveau d'occupation augusto-tibérien qu'on reconnaît en plus noir là-dessous. Mais toute cette terre verdâtre, c'est des terres argileuses qui viennent du substrat et qui ont été extraites quand ils ont installé ces murs-là. Donc on a des murs très bien construits. Là, on est encore que dans de la fondation. C'est pas il n'y a pas d'élévation dans ce secteur-là. Et vous voyez que la fondation, elle descend, et on n'a jamais pu atteindre le fond. Enfin, on était en limite de bout de flèche avec la mini-pelle, et je ne sais pas jusqu'où ça descend, mais on est vraiment dans quelque chose fait pour durer, qui ressemble beaucoup à de l'architecture monumentale, en fait. Mais on est dans du privé, on est chez des gens qui veulent construire solide pour longtemps. Et surtout montrer leur richesse aussi au travers de la magnificence de leur construction. Cette domus, évidemment, en dehors de ses aspects architecturaux, se caractérise par des décors, donc notamment ces deux lambeaux de mosaïque qu'on a trouvés qui décoraient les pièces. Donc vous en avez une vision un peu ici. Donc la première qui avait été repérée, qui en fait fait suite qui est la même mosaïque que celle qu'on a trouvée au diagnostic et dont vous avez des morceaux ici. Vous voyez, des tesselles sont très fines, le placement des motifs est très soigné, et on a vraiment, voilà, c'est des décors floraux qui ne sont que les décors périphériques de la mosaïque. Donc il faut imaginer quelque chose d'encore plus riche dans le centre, sur les panneaux centraux, qui nous échappent malheureusement. Et vous voyez qu'elle a été abîmée et démontée à certains endroits. Ici, elle est conservée sans doute parce qu'on est vraiment sur le bord de la pièce. Et puis, on a eu la surprise de voir que ce qu'on prenait pour quelques tesselles isolées dans la coupe, en fait, s'est révélé être des vrais morceaux de tapis de mosaïque aussi sur l'autre pièce, celle avec le grand hypocauste. Et c'est celle que vous avez là. Et pareil, on est sur la bordure d'une mosaïque avec des éléments très soignés pour ces périodes-là. Tout ça est typique de plutôt 2e, 3e siècle. Et voilà, ces motifs de tresse avec ces ensembles se retrouvent très souvent à Autun, pas qu'à Autun d'ailleurs, mais c'est quelque chose de vraiment un marqueur de richesse assez important quand on en retrouve autant dans le même secteur, évidemment. Vous avez également, accompagnant ces décors de sol, des plaquages de marbre qui viennent de toute la Méditerranée, et des stucs qui sont aussi une des caractéristiques d'Autun, ainsi que des enduits peints. Alors on en a trouvé relativement peu des enduits peints, mais on a énormément de fragments de marbre. Voilà une idée un peu, pour vous faire une idée, un exemple dans la ville de Vieux d'une maison à péristyle. Voilà à quoi pouvait ressembler plus ou moins notre domus, donc, qui est centré, ce n'est pas les modèles méditerranéens avec un jardin, etc. Tout est centré sur une galerie centrale. C'est plutôt ça le modèle des riches demeures de Gaulle du Nord, avec des pièces d'apparat. Et voilà. Il faut penser, quand les gens vivent dans ces grandes demeures, ce n'est pas qu'un lieu privé où on jouit de sa vie privée, de son intérieur, c'est aussi un endroit où va se jouer une partie de la vie politique et où on va accueillir, faire rentrer ses clients au sens politique du terme, et exercer un certain pouvoir, montrer son influence, etc. Et donc la demeure est abandonnée à la fin du IIIe siècle, et on a des réoccupations à la fin de l'Antiquité. Donc c'est les niveaux en rouge, là. Donc on réoccupe une partie des pièces, on remblaye, on réaménage des petits sols, on se sert d'une partie de la galerie. Mais avant cela, on a aussi en fait des chantiers de démolition, c'est-à-dire que quand on fouille un hypocauste comme ça sur lequel il y avait une importante mosaïque, on devrait trouver, si tout était juste démonté ou démoli, des quantités incroyables de tesselles, ce qui n'est pas le cas.
On n'a pas non plus les suspensoras, qui sont les dalles de terre cuite qui servent à soutenir le béton. Donc, ce qu'on imagine, et ça a été le cas par exemple à Champ-Garnier, ou donc sur la caserne Champ-Garnier ou ailleurs, à chaque fois, on a l'impression qu'on est venu chercher les morceaux de mosaïque, peut-être les emblémas, les parties centrales, et revendre en tout cas au moins une partie des matériaux. On trouve d'ailleurs dans ces niveaux de démolition énormément de monnaies du début du 4e, première moitié 4e, qui sont souvent liées à ces chantiers de démolition. Par contre, dans un second temps, il y a vraiment une réoccupation de l'espace avec un atelier de tabletterie dont on a retrouvé quelques éléments, notamment dans un ancien égout qui servait à évacuer l'eau du jardin central et qui a servi de dépotoir dans un temps final. Donc là, on est toujours dans le 4e siècle, peut-être dans la deuxième moitié du 4e siècle. Et ce que vous voyez ici, ce sont des chutes liées à la production d'objets en os qui sont assez caractéristiques. Donc là, on a une ébauche d'épingle. Et pour le reste, je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste, il faudra demander à Yannick. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire pour l'instant de cette domus, entre les niveaux qui la précèdent à l'époque augusto-tibérienne, sa vie du premier à la fin du troisième, et puis la vie qui se passe après le troisième, et donc où il y a comme une continuité d'occupation sur ces îlots, malgré des changements importants au quatrième. Je vous remercie. Alors, merci Stéphane, en fait, pour cet exposé, comme quoi, effectivement, sur une toute petite surface, on peut arriver à découvrir et à détricoter, en fait, la vie, en fait, d'un îlot et d'une demeure. C'est juste pour dire effectivement que c'est à peu près là. Oui, c'est le 4e exemple de maison à galerie. Le premier qui a été découvert, c'est assez récemment, c'est dans les années 2000 à l'emplacement de Leclerc. Et puis entre 2013 et 2018, on en a eu 3 autres en fait. Mais à chaque fois, on chope un petit bout de galerie, on arrive à avoir un petit bout de plan comme ça. Et au fur et à mesure, on arrive un petit peu à compléter la vision qu'on a très mauvaise en fait de ces grandes maisons urbaines. On pense qu'on connaît tout d'Autun, mais non, les grandes maisons urbaines d'Autun, on les connaît très très mal. Donc merci pour ça. Alors avant de vous demander si vous avez des questions, moi j'en avais une, c'était tu reprécises, enfin j'ai pas bien capté, la date de construction, d'édification en fait de cette maison, elle est assez précoce en fait, si j'ai bien compris. Elle est probablement dès la fin de l'époque tibérienne, ou dès l'époque tibérienne peut-être. Donc tu es sûr, effectivement, une demeure parmi, voire sinon la plus précoce, en fait, en tout cas de ce type-là, en fait. En tout cas, attestée. Attestée et puis documentée actuellement sur... Celle de la rue Jeannin ressemble étrangement, mais on n'a pas de preuves. Voilà, et puis rue Carillon, on était intervenu à côté de rue Carillon, à l'arrière de la gare, en fait, sur un secteur qui a révélé ce type de maison avec une galerie. On était quelque part au milieu du 1er siècle, en fait, pour la mise en place de ce plan, en fait, en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Monsieur Lewis. Oui, bon, question d'amateur, je ne suis pas archéologue. Les pilettes sous la mosaïque, quelle est la fonction de ces pilettes? C'est pour le soutien? Oui, ça sert à soutenir. Le but étant le chauffage par hypocauste, je m'excuse pour ceux qui connaissent, vous faites circuler en fait de l'air chaud, vous avez un foyer, vous faites circuler de l'air chaud, donc il faut une sorte de vide, on a un vide sous toute la pièce. Tout est suspendu en fait. Ce qu'on appelle les dalles de suspensura, qui sont par ailleurs utilisées, c'est les grandes dalles qui permettent de créer le sol en s'appuyant sur 4 piles. Donc en fait c'est le chauffage au sol. Tout à fait, oui. On trouve ça de partout dans le monde romain. Déjà. Vous avez une autre question ou... Il y a une question devant. Merci. Est-ce qu'il s'est passé un événement notoire à Autun pour que de telles demeures soient abandonnées? Vaste question. Il y a des événements ponctuels et des événements de long terme. Le IIIe siècle est à partir de la deuxième moitié du IIIe siècle dans l'Empire romain, il y a ce qu'on appelle les crises. La crise, et maintenant qu'on appelle plutôt les crises de l'Empire romain à cette période, où on sombre dans une anarchie militaire avec un grand renouvellement des empereurs. Je crois qu'il y a 70 empereurs en 50 ans et il n'y en a pas beaucoup qui meurent dans leur lit.
Et donc, bref, il y a les principaux problèmes viennent pas. Il y a quelques raids de la part des barbares entre guillemets extérieurs, mais les principales difficultés en fait sont internes. On s'étripe pour avoir le pouvoir, l'économie s'effondre, il y a des problèmes d'inflation majeure, etc., etc. Et donc, Autun, comme tout le reste du territoire impérial, est impacté par ces problèmes, et on a sans doute une grande perte de richesse dans la zone, même si c'est un peuple puissant, même si Autun est une capitale importante, une ville importante du nord de la Gaule, elle pâtit de toute cette ambiance-là. Et puis très ponctuellement, mais ça on n'arrive jamais évidemment à relier à des faits archéologiques, il y a la ville est assiégée, c'est 269, si je ne dis pas de bêtises, par des Hollandais. Non, par une unité de Batave, enfin dit de Batave, en fait c'est un numérus, donc oui déjà, par donc une unité qui est au service d'un des prétendants à l'Empire et qui s'oppose à celui qui est à Rome. Et Autun, fidèle à sa tradition, a plutôt choisi le camp du candidat romain, on va dire. Et mauvaise idée, il est un peu loin pour les défendre. Donc la ville est pillée à un moment, mais on ne sait pas à quel degré. Et, voilà. Et on ne sait pas si les dégradations qu'on peut voir à ces périodes-là sont, pour certaines, les conséquences directes d'un pillage, par exemple, ou si c'est simplement aussi que ces pillages et ces destructions, l'or qui est emmené, les gens qui peuvent être tués, créent aussi un phénomène d'accumulation de misère qui va surenchérir sur les problèmes de crise qui sont déjà présents. Mais au IVe siècle, il y a des textes qui parlent de ça, là, les panégyriques romains, où les empereurs essaient de refonder la ville, donc les empereurs du IVe, quand l'autorité impériale est restaurée, dans une certaine puissance, et les gens locaux dépeignent leur cité comme assez miséreuse et remercient grandement l'empereur de diminuer les taxes, de revitaliser la ville, de reconstruire des monuments. Voilà pour un résumé rapide de la crise du IIIe à Autun.